Bonjour, bienvenue pour ces quelques moments à la découverte d'un livre. Et le livre ce mois que je vous propose de découvrir est un livre de Cicéron. Donc vous voyez, j'étais chercher les auteurs classiques. Pour ceux qui ont fait du latin, ils se souviennent de la peine. On a toujours de la peine pour traduire du latin et Cicéron comme les autres. Et ce livre de Cicéron s'appelle Savoir vieillir. Alors en latin, pour faire savant, c'est De Senectute, donc de la vieillesse. C'est aux éditions Arléa. Voilà, c'est un petit livre comme d'habitude. J'essaie de prendre un livre assez peu épais parce que bien souvent on peut dire beaucoup de choses en peu de mots. Il a été écrit à peu près 44 ans avant Jésus-Christ, enfin même pas à peu près, il a été écrit 44 ans avant Jésus-Christ, donc ce qui veut dire que Cicéron à l'époque avait 62 ou 63 ans. Puisque son âge, sa naissance, je crois que c'est 106 ou 107 avant Jésus-Christ, on ne sait pas bien. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que quand je l'ai lu, ça m'a interrogé sur la façon dont nous vieillissons dans notre société. Et je me dis que ces questions-là, Cicéron nous pose des questions qui sont actuelles en fait, par rapport à la façon dont nous voyons la vieillesse et la façon dont nous traitons les gens qui sont vieux, nos anciens, comme on dit. Et donc je pense que c'était intéressant et je voulais partager ces quelques réflexions que j'ai eues au moment de la lecture de ce livre avec vous. Alors il l'a écrit d'abord sous une forme de dialogue, puis il a très vite abandonné le dialogue pour faire un monologue. Et c'est pas lui qui parle, en fait, il fait parler un de ses anciens maîtres, qui s'appelait Caton l'Ancien. Et son livre est structuré sur les 4 raisons possibles de trouver la vieillesse détestable. Donc on invoque souvent ces 4 raisons pour dire que la vieillesse est détestable, et lui s'oppose et argumente pour s'opposer ou pour contrarier ces 4 raisons possibles. Donc je vais avec vous tout simplement passer en revue ces 4 raisons et regarder quelle réflexion ça nous propose. La première raison pour laquelle la vieillesse serait détestable, c'est que la vieillesse nous écarterait de la vie active. Alors la vieillesse nous écarterait de la vie active. Vous voyez déjà qu'on parlait de vie active à cette époque-là, et indéniablement, dans nos sociétés contemporaines, la vieillesse nous écarte de la vie active. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la vieillesse qui nous en écarte, mais bien la vision que nous avons de la vieillesse qui nous en écarte. Alors, Cicéron nous donne plein d'exemples des gens qu'il connaît dans l'histoire, mais aussi des gens de son entourage, etc. Des gens qui étaient plutôt dans la politique, dans la diplomatie, bref. Et il montre ô combien de gens vieux ont continué à prononcer des discours, conseiller les princes, écrit des livres, pensé, écrit de la poésie, etc., etc. Donc, pour lui, évidemment, la réalité montre que l'argument ne tient pas. Mais il a un deuxième argument qui est très intéressant, c'est qu'il dit que la jeunesse, finalement, possède la force, possède l'agilité physique, possède la rapidité, et que la vieillesse possède la sagesse, possède la clairvoyance et possède le discernement. Pourquoi la vieillesse posséderait plutôt ces vertus-là et pas les jeunes? Bien parce que ces vertus-là se cultivent sur le temps. Et donc, comme il faut du temps pour les cultiver, eh bien, le temps nous fait vieillir, et au bout d'un certain temps d'exercice et de travail sur ces vertus, eh bien, on les acquiert, à moitié, en totalité, un peu, en tous les cas, on les a davantage que le jeune la jeunesse qui, elle, met en œuvre sa force, son agilité et sa rapidité et son énergie physique, j'allais dire. Mais ça nous donne une autre idée. En tous les cas, ça peut nous poser une réflexion. Dans une société comme la nôtre, où la vieillesse est ostracisée parce qu'elle fait partie de la conformité. Pourquoi? Parce que dans le fond, nous avons construit une société où seule la force, l'agilité et la rapidité, donc l'énergie physique, valaient. Ce qui veut dire que la société peut se passer de sagesse, de clairvoyance et de discernement. Et d'ailleurs, quand on parle de ces qualités de la jeunesse, en fait, ces qualités de la jeunesse sont faites pour quoi? Elles sont faites pour exécuter les choses.
elles ne sont pas faites pour les concevoir, elles ne sont pas faites pour réfléchir à ces choses, elles ne sont pas faites pour les comprendre, elles sont faites pour exécuter des choses. Donc exécuter des procédures, exécuter des ordres, exécuter des tâches, etc. Et donc on voit bien d'ailleurs que dans les entreprises, par exemple, qui considèrent qu'à 50 ans, on est foutu, mais on est foutu probablement parce que eh bien, on ne sera pas un bon exécutant. Et pourquoi on ne sera pas un bon exécutant? Parce qu'on commencera peut-être à avoir un peu de sagesse, un peu de clairvoyance et un peu de discernement. Ce qui veut donc dire que notre monde est en train de se passer d'une qualité que les personnes âgées possèdent et dont le monde considère que c'est inutile. Qu'est-ce que c'est qu'un monde qui se passe de sagesse, de clairvoyance et de discernement? C'est un monde qui est fou, c'est un monde qui se répète, c'est un monde névrosé. C'est un monde qui ne considère plus les choses comme elles sont, qui ne les voit d'ailleurs plus et qui sont incapables de les comprendre et de les distinguer. Si je vous fais une description de ce monde comme ça et si vous pensez qu'il est comme ça, c'est bien parce que nous avons éloigné de nous tout ce qui pourrait nous permettre de maîtriser ce monde-là un peu mieux, qui serait la sagesse, la clairvoyance et le discernement. En tous les cas, mieux le comprendre, ce monde. Donc il y a quelque chose dans l'ostracisation, dans l'éjection, quand on éjecte des personnes âgées, on éjecte des qualités, et ces qualités-là sont essentielles pour que le monde perdure, me semble-t-il. Deuxième raison pour laquelle la vieillesse serait détestable et à laquelle Cicéron s'oppose, c'est que la vieillesse affaiblirait notre corps. Alors, on ne peut pas s'opposer à cette raison, effectivement. La vieillesse affaiblit notre corps, indéniablement. La question, c'est de savoir, et ça a un rapport avec le chapitre précédent, la première raison, c'est que, d'abord, Cicéron constate qu'on a les moyens, on a un corps avec des moyens, et que ces moyens-là varient en fonction, non pas... Alors bien sûr de la vieillesse, mais aussi de l'architecture osseuse, de la masse, de la taille, des résistances ou non du corps, enfin tas de choses qui nous sont données à la naissance et qui font que, pour le coup, c'est très inégalitaire et que finalement il peut y avoir des corps faibles chez les vieux, mais pas que. Et que ce n'est pas très grave, en fait, la faiblesse d'un corps. Et donc, dans notre vie, nous avons fait en fonction des moyens de notre corps. Mais ce qu'il dit aussi est plus, de façon plus intéressante, en tous les cas qui m'a retenu mon attention, c'est qu'il dit que la force d'un corps, c'est les muscles, en fait, tout ce qui est lié à la musculature. Et si quelqu'un avait passé sa vie à entretenir ses muscles, quand ses muscles faibliront parce qu'ils faibliront, alors cette personne est virtuellement morte. Et que donc ce serait imbécile de consacrer sa vie aux muscles comme seule expression de son existence. Donc, dit-il, le muscle ne vaut rien, en d'autres termes. Alors il vaut quand on est jeune parce qu'on a besoin, je sais pas, quand on est sportif, ça vaut bien sûr, mais ça ne vaut rien pour construire un homme. Ça ne vaut, en tous les cas, ce n'est pas suffisant. Et par exemple, il s'est aperçu de sa propre faiblesse. Cicéron, il disait maintenant, quand je parle, quand je prononce des discours au Sénat ou ailleurs, en place publique, eh bien, il sentait que ses capacités orateurs étaient moins impétueuses, mais en tous les cas, son discours était plus paisible. Et il dit, avec cette paisibilité-là, je fais passer des choses, ou je dis des choses dans mes discours que je ne pouvais pas faire quand j'étais plus impétueux et plus jeune. Et puis il dit, de quelle force faut-il de la force musculaire pour enseigner les jeunes, puisque une partie dans cette civilisation, une partie des Romains enseignait à la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le savoir se transmette. Donc il y a quelque chose dans cette raison de la déliquescence de nos forces physiques. Il y a quelque chose qui est propre à, comment dire, provoquer une sorte de frustration et de regret. Frustration de ne plus pouvoir s'en servir et regret de ne plus les avoir, ces forces physiques. Et donc ça n'a pas, pour lui, la vieillesse n'est pas sans force. Et la force de la vieillesse, c'est probablement la force de l'esprit. Et donc, effectivement, moins on est préoccupé par la force physique, moins cette force physique emporte
nos agissements, ou dominent nos agissements, ou soutiennent nos agissements, alors on cultive d'autres forces, et les forces de l'esprit notamment. Et ça nous pose une question moderne, contemporaine, c'est où sont les forces de l'esprit de nos civilisations, puisqu'elles sont mises au rebut. Où sont-elles, ces forces de l'esprit? Troisième raison pour laquelle la vieillesse serait détestable, à laquelle Cicéron s'oppose, c'est que la vieillesse nous priverait de plaisir. Alors, il attaque d'emblée Cicéron sur le plaisir sexuel. Et il dit, heureusement que la vieillesse nous détache de cette passion possessive et de cette funeste obsession. Donc, je trouve que c'est intéressant, en fait. Alors, il ne parle pas que de sexe, mais quand même beaucoup. Et il dit, mais ça, c'est terrible, parce que la passion du sexe brouille l'esprit, rend la réflexion confuse, nous perturbe le discernement et le jugement. Et donc, il était temps qu'on s'en débarrasse, et heureusement que la vieillesse s'en charge. Donc, on devait être androposé plutôt à cette époque, j'imagine. Et puis il parle aussi par exemple de la bonne chair dans les orgies romaines, enfin ce qu'on appelait les orgies romaines, plus simplement les banquets, où finalement nous sommes plutôt polarisés par la boisson et l'abondance de nourriture, et que nous en retirons à chaque fois l'ivresse, à chaque fois l'indigestion et à chaque fois l'insomnie. Et il dit quand on est vieux finalement, eh bien on fait des repas. Alors peut-être un peu plus la frugalité est de mise, mais il y a une autre richesse dans les repas, dit-il, ce sont les amis et leurs conversations. Et si les repas duraient quand on était jeune, c'était parce qu'il y avait d'abondance de nourriture, et que maintenant les repas durent parce qu'il y a abondance de conversation. Et que la conversation fait partie du plaisir d'apprendre. Parce qu'il dit que le plaisir pour une vieille personne, pour un vieux, c'est dans le plaisir d'apprendre, le plaisir de développer ses connaissances, le plaisir d'approcher, le plaisir intellectuel, mais aussi le plaisir sensible, par les arts par exemple. Et je suis aussi frappé dans notre monde contemporain, là où on met nos vieilles personnes, là où on s'en débarrasse. Eh bien, on a ignoré cette idée du plaisir chez ces vieilles personnes, comme si elles ne pouvaient plus en ressentir, puisque le corps ne pouvait plus être le support du plaisir. Alors, on a parqué ces vieilles personnes, mais sans leur donner le plaisir intellectuel, le plaisir de la connaissance, de temps en temps, 2 heures devant la télévision, à une émission abrutissante, faite pour des débiles mentaux, et pas plus. Et c'est un traitement terrible, parce qu'en fait, on se prive en plus de faire plaisir à des gens, et de ce plaisir-là, si on était dans une société à peu près équilibrée, ce plaisir-là serait ressenti parce qu'il les enseignerait à des jeunes gens. Ces connaissances acquises par le plaisir de ces vieilles personnes, quand elles l'enseignent, vous ressentez le même plaisir, en fait. Quand vous regardez aujourd'hui les professeurs, ils sont très jeunes, en fait, très très jeunes. Alors que le savoir, le plaisir de savoir, le plaisir tout court, intellectuel, pourrait être là chez ces vieilles personnes, mais non. Non seulement on les ostracise, mais ensuite, en plus, on les prive du plaisir intellectuel et du plaisir sensible de l'art, par exemple. 4e raison, alors ici il fait une petite digression, à un moment, Cicéron, ça me revient maintenant, il parle beaucoup de l'amour de l'agriculture. Alors il avait des propriétés et des vignes, et il parle beaucoup du travail qu'il allait faire quand il était vieux, plus vieux, dans les vignes. Il trouvait que c'était la poésie de l'herbe qui pousse, la poésie de la feuille de vigne qui croît le long de la saison, et la poésie de l'abondance de la grappe au moment des vendanges. Il disait que c'était une activité qui remplissait sa vieillesse. 4e raison, pardon. 4e raison qui nous ferait détester la vieillesse nous rapprocherait de la mort. Alors, Cicéron règle ça assez vite, si je puis dire, et il dit, mais la mort, ça ne nous rapproche pas de la mort est proche. Alors, elle est proche de nous, et pas forcément dans le temps. Elle est proche. Nous avons un temps, il est compté, et personne ne sait comment il est compté.
Alors évidemment, il est dans une période où on meurt forcément plus jeune que maintenant, mais la mort est toujours présente et rien ne dit que la jeunesse est frappée par la mort, de la même manière que la vieillesse est frappée par la mort. Et puis il dit de toute façon, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, la mort c'est deux attitudes possibles en fonction de sa croyance. Soit mépriser la mort parce que quand elle nous emportera, tout sera emporté, c'est-à-dire nous, la totalité de notre être disparaîtra. Soit nous sommes croyants d'une sorte de vie éternelle, et dans ce cas-là, il vaut mieux souhaiter la mort, puisqu'elle nous délivrera de la condition humaine qui n'est pas joyeuse tous les jours. Et donc je trouve que c'est intéressant de se dire que ça ne nous rapproche pas plus de la mort. Alors évidemment, statistiquement, c'est peut-être vrai, mais la mort est partout, elle rôde partout. Aujourd'hui, vous connaissez, j'imagine, les maladies qui frappent indifféremment des jeunes, des vieux, et qui les condamnent à mort, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux. La mort est parfaitement indifférente à l'âge de celui qu'elle frappe. Mais il y a une autre chose qui est intéressante aussi dans l'argument de Cicéron, c'est qu'il dit que la jeunesse finalement aspire à une longue vie, et donc c'est un rêve, et le vieillard, lui, a obtenu cette longue vie. Donc le vieillard j'allais dire, il a vécu à satiété, disait-il. Et d'ailleurs, quand on a vécu à satiété, on peut mourir. Et pour lui, une existence, dans le fond, qu'elle soit longue ou courte, est un temps suffisant pour cultiver la sagesse. Et il a une image, une métaphore très intéressante, et il dit que finalement la jeunesse c'est le printemps, et au printemps les choses poussent, et la vieillesse c'est l'automne, et à l'automne on récolte. Voilà, alors, évidemment, quand on est vieux, il vaut mieux se dire ça quand même. Hein. Alors, il y a une chose par rapport à la mort qui est intéressante aussi, et là encore, c'est la façon dont nous considérons nos ancêtres, nos anciens, pardon, pas nos ancêtres, nos anciens, pour avoir visité des maisons de retraite. J'ai le souvenir de ces corps qui n'ont plus accès au plaisir du savoir, de la connaissance, de la curiosité intellectuelle, parce qu'on les en prive, qui ne sont plus considérés comme étant des gens actifs, donc doués de vertu, et pourtant doués de vertu, du discernement notamment, et les trois vertus que je vous ai citées tout à l'heure, de sagesse, et en plus, s'il n'y a plus ces deux aspects vivants, ce qui fait que la personne est en vie, alors on a des personnes qui sont mortes intérieurement. Et malgré tout, on va tenter de poursuivre le plus longtemps possible la vie de leur corps. Et ça me rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, qui est qu'on essaye par tous les moyens, le corps étant devenu quelque chose d'absolument sacré, de faire durer ce corps et de le laisser en vie, ou qu'il reste en vie le plus longtemps possible. C'est une question évidemment, vous comprendrez, très délicate, mais quand on a à ce point chassé les vieilles personnes de notre environnement, au nom de la conformité de la jeunesse, au nom de la transcendance de la jeunesse du corps, au nom des vertus qui ne sont plus utiles à la société, eh bien, on les a déjà tués, ces gens. Nos grands-pères, nos grands-mères, nos pères ou nos mères, ça dépend de l'âge que nous avons. Je crois que c'est ça qui est... heureux sont les vieilles personnes qui peuvent encore, parce qu'ils ont des conditions qui leur permettent, qui peuvent encore faire travailler leur esprit et satisfaire les forces de l'esprit. Je crois que le crime le plus infamant de notre monde contemporain, c'est d'avoir fait mourir nos vieux avant que leur corps ne meure. Voilà. Cicéron, Savoir vieillir, édition Arléa. Merci, c'était un peu long, mais j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a posé quelques questions. N'hésitez pas à commenter tout ça. C'est facile, hein, vous savez le faire mieux que moi. Et je vous dis donc à une prochaine fois pour un prochain livre. Au revoir.